Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Cornelius Enzira. Alors un épisode un tout petit peu particulier dans le sens où j'enregistre dehors, en plein air. Je profite de mes vacances d'été. En fait j'en ai profité pour commencer à préparer, à prendre des notes pour un nouvel épisode. Puis je me suis aperçu que j'avais déjà suffisamment de matériel pour faire un petit épisode. Et j'ai décidé de profiter de cette ambiance rurale, enfin cette ambiance de moyenne montagne, car je suis actuellement dans le Jura. Donc voilà, j'avais envie, je me suis dit ça peut être sympa d'enregistrer à la fraîche un petit épisode comme ça. La nuit vient de tomber, les grillons se sont mis à chanter. Alors par contre, on est tout près d'un clocher, donc de temps en temps, à mon avis, vous entendrez un peu sonner les cloches. Et je suis pas loin d'une route également. Et je sais pas ce qui se passe dans le coin aujourd'hui, mais il doit y avoir une concentration de pétrolettes parce que tout l'après-midi et toute la soirée, là, il y a eu plein de scooters, de mobylettes, de petites motos, je sais pas ce que c'est, des 50 cm3, j'imagine, qui n'ont pas arrêté de pétarader tout près. Ouais, j'ai profité un peu en fin d'après-midi voilà, que la canicule soit un peu calmée pour écouter le dernier épisode de Geek et Légende, le numéro 18, bien calé dans une chaise longue, et ils sont venus un petit peu me casser les pieds. Voilà, ça c'est pour planter un peu le décor. Eh bien, de quoi on va parler aujourd'hui? Donc, comme je l'ai promis, on va continuer à parler de la planète des singes. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous expliquer comment est née la saga. Donc, en fait, on va partir du moment où Arthur P. Jacobs, donc le producteur de la planète des singes, une voiture qui passe. Voilà. Du moment où Arthur P. Jacobs, le producteur de La planète des singes, a acquis les droits d'adaptation du roman, jusqu'au moment où ils ont reçu le feu vert de la Fox pour débuter le tournage. Voilà, c'est à peu près cette période qu'on va couvrir. Donc il va y avoir, je vais balancer pas mal de noms et pas mal de dates. Je vais essayer de faire ça de manière à ce que vous y retrouviez, que ce soit pas trop indigeste. Allez, c'est parti, générique. Shut up, you freak! Surely it's you. I said shut up! It's a madhouse! A madhouse! Take your sticky paws off me, you damn dirty ape! You maniac! You blew it up! Oh, damn you! God damn you all to hell! Do not put war! Avant vraiment de débuter l'épisode, ce que je tiens à préciser, c'est que on parle d'un film qui a quasiment un demi-siècle, je vais probablement, c'est même sûr, je vais le spoiler au cours de l'épisode. Donc, si vous avez jamais vu le film et pas lu le roman, allez, regardez au moins le film de 68 quoi. Ça dure 2 heures, 1h52 si je me rappelle bien. Faites pause, chopez le DVD, voyez-le de n'importe quelle manière que ce soit, regardez-le et écoutez l'épisode. Ou alors, de toute manière, la fin, elle a été spoilée plein de fois, elle est tellement iconique que je serais très surpris que personne ne sache comment la planète des singes se termine. Voilà, allez, cette précaution étant prise, on peut attaquer l'épisode. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Avant même de vraiment rentrer dans le vif du sujet, on va peut-être parler d'Arthur Jacobs. En fait, c'est vraiment... son histoire, c'est le genre d'histoire dont l'Amérique regorge et le genre d'histoire que l'Amérique adore, en fait. Arthur P. Jacobs, c'est un self-made man, c'est-à-dire qu'il a été très tôt orphelin, et c'est le mec qui s'est vraiment construit tout seul, et il a tout de suite été attiré par Hollywood. En fait, c'est un gars, il a commencé au courrier de la MGM, et rapidement, en fait, il s'est retrouvé dans le Publicity Department de la MGM. Et à partir de 1947, il a rejoint une firme de relations publiques.
Et donc, ouais, ce que je disais, donc, dès 1947, il monte sa firme de relations publiques. Et franchement, c'est une firme qui marchait plutôt bien. Ils avaient quand même comme clients de très très gros poissons, comme American Airlines, la Principauté de Monaco. Et comment dire, côté star, ils avaient comme clients Judy Garland, Rock Hudson, Gregory Peck, James Stewart, John Huston et Marilyn Monroe, qui d'autre aussi, Ronald Reagan, enfin vraiment, voilà, du très 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 beau monde. Et si j'en parle, c'est que ça va avoir en fait sa petite importance pour la suite de l'histoire. Donc voilà, la suite de l'histoire, c'est que ouais, donc de 47 à 62, donc il a fait partie de cette public relations firm qu'il a même monté lui-même. Hein. Et en 62, il décide d'arrêter, il décide de vraiment de se lancer un peu dans l'inconnu, dans l'aventure. Il décide de devenir producteur de cinéma. Donc oui, je disais, l'histoire va très bien commencer pour lui parce que en 1964, il va produire un film, enfin en tout cas va sortir un film qu'il a produit qui s'appelle What a Way to Go. Alors là, étant donné que je suis vraiment en race campagne, j'ai pas internet et comme ça de tête, je sais pas vous ressortir le titre français. Mais bref, c'est un film avec Paul Newman, avec Grace Kelly, hein, on parlait de la Principauté de Monaco, et il était prévu donc qu'il y ait Marilyn Monroe. Et donc ce film, il l'a proposé à J. Lee Thompson, qui avait réalisé Les Canons de la Navarone et qui plus tard réalisera le 4e et 5e film de Planet of the Apes, donc à savoir Conquest of the Planet of the Apes et Battle for the Planet of the Apes. Et, et donc oui, ce film en fait devait avoir lieu avec Marilyn Monroe, mais sauf que entre-temps, Marilyn a mis fin à ses jours. Et donc c'est pour ça qu'elle a été remplacée par Elizabeth Taylor. Mais voilà, donc ça c'est vraiment très important pour le reste de l'histoire, c'est-à-dire que Arthur P. Jacobs, il avait un carnet d'adresses monstrueux. C'est-à-dire que quasiment tout le monde à Hollywood a été à un moment ou un autre a été son client. Et en plus de ça, le premier film qu'il a produit, c'est un truc qui a vraiment bien marché. Donc ça lui a apporté beaucoup de crédit. Et donc là, on va revenir un tout petit peu en arrière. Donc j'ai dit que What a Way to Go était sorti en 64. Et donc en 1963, Arthur P. Jacobs, en fait, il était à Paris. Et donc il avait rencontré plusieurs agents littéraires. Donc parce que lui, il cherchait des romans français à adapter. Donc pour faire... voilà, pour faire des films, quoi. Et donc, les agents littéraires, pragmatiquement, lui ont demandé ce qu'il cherchait. Et en fait, Jacobs, il a répondu que lui, en fait, il aurait rêvé que King Kong n'ait jamais été tourné parce que c'est ce qu'il aurait voulu faire. Et donc, voilà, il leur a expliqué qu'il était à la recherche. Alors, il voulait pas faire un ersatz, pas faire un copy-paste de King Kong, hein, mais voilà, il disait qu'il cherchait un truc un peu dans ce genre-là. Et il se trouve que 6 mois plus tard, il était de nouveau à Paris. Et donc là, il était avec donc un agent littéraire qui s'appelle Alain Bernheim. Et Alain Bernheim, en fait, lui a proposé un roman de Françoise Sagan. Et ça a vraiment pas du tout emballé Jacobs. Ça lui plaisait pas. Par contre, du coup, Bernheim lui fait: Ah, au fait, la dernière fois, tu nous avais parlé de King Kong. Bon, j'ai un truc, à mon avis, c'est inadaptable, mais ça va peut-être t'intéresser. Et donc là, il lui met dans les mains La planète des singes de Pierre Boulle. Et alors, quand Alain Bernheim lui a dit que c'était inadaptable, je sais pas. Peut-être qu'aussi il connaissait bien, parce que oui, il connaissait bien Arthur Jacobs, hein, ils étaient amis, et peut-être que le connaissant bien, il savait qu'en lui disant ça, il allait un peu le piquer au vif. Hein. Faut savoir que en 71, Jacobs achète les droits de Dune qui était également roman réputé inadaptable, mais ça, j'en ai déjà parlé dans l'épisode 1 de Cornelius Enzira. Mais bon, pour en revenir vraiment à notre propos, donc quand Arthur Jacobs, il lit La planète des singes, lui, il est emballé. Vraiment, il y croit tout de suite. Et donc, il décide de ne pas perdre de temps du tout. Et il passe un coup de fil à son copain qui est haut placé à la Fox, qui s'appelle Richard Zanuck. Et en quelques minutes, en quelques phrases, il lui pitch le roman. Et en fait, Zanuck, il entend son enthousiasme au bout du fil et il se dit: Ouais, vas-y, c'est bon, ne m'en dis pas plus. J'achète le film pour toi. Et donc voilà, déjà c'est pour dire à quel point ils étaient amis. Hein. Et ça explique pourquoi la Fox va rester un peu en fil rouge de toute cette histoire. Parce que là, on est en 1963. Ce qui est important de savoir, c'est que La planète des singes sera tournée en 67 et sortira sur les écrans en 68. Donc voilà, on est 4 ans avant le tournage et 5 ans avant la sortie.
quand je vous le dis comme ça, vous pourrez vous dire, bon, bah c'est bon, il a aimé la planète des singes, la Fox achète les droits, voilà, fin de l'épisode. Bon, ça va être un petit peu plus compliqué que ça. Alors, ce qui peut expliquer peut-être aussi le fait que Jacobs était pressé, c'est que avec la planète des singes, on est passé à 2 doigts de la catastrophe, dans le sens où les King Brothers avaient également posé des options sur les droits du livre. Et alors, les King Brothers, comment les présenter? En fait, eux, ils faisaient. À l'époque, le terme série Z n'existait pas, mais voilà, c'est ce qu'ils faisaient, quoi. Je pense qu'ils étaient. Bon, il faut savoir qu'à l'origine, le cinéma, c'est une attraction de fête foraine, hein. Et donc, je pense qu'ils étaient un peu restés dans dans cette idée-là, c'est-à-dire à produire des trucs à tout petit budget, à sensation, pour faire, voilà, pour faire des bénéfices facilement et rapidement, mais bon, pas des très gros bénéfices. Et, donc probablement que Jacobs était aussi un peu pressé, qu'il voulait les doubler. Donc, ce que je disais, oui, c'est que donc les droits ayant été achetés, ça veut, avec l'aide de Dick Zanuck de la Fox, ça veut pas du tout dire que la Fox s'est engagée, hein. Voilà, ils ont juste filé un coup de main à Arthur Jacobs. Et donc, pourquoi? Parce que comme je le disais précédemment, Jacobs, il a produit jusque-là qu'un film, mais qui a été un succès. Et voilà, c'est quelqu'un qui peut attirer des gros poissons. Donc, il vaut mieux quand même le caresser dans le sens du poil, même si la Fox est de l'avis de départ d'Alain Bernheim. Pour eux, la planète des singes, c'est inadaptable. Donc voilà, on va rentrer dans une petite période qui est un peu une sorte de petite course contre la montre, parce que voilà, Alain Bernheim, pour le moment, a laissé l'exclusivité des droits à Jacobs, mais lui, il a envie que le film se monte assez vite, parce que donc au moment où je vous parle, ce que j'ai pas précisé, c'est que le roman n'était pas encore publié, et lui, il espérait que le film sorte. Voilà, que la sortie du film et la publication du roman soient relativement concomitantes. Et donc Bernheim, lui, bon, bien qu'aimé avec Jacobs, il va pendant un bon petit moment un peu pousser au cul Jacobs pour savoir où ça en est. Et donc Jacobs comprend qu'il faut vite qu'il trouve un studio pour l'aider à sortir le film, parce qu'il n'est pas capable de le produire tout seul. Donc voilà, il contacte pas mal de studios, hein. Il contacte la MGM, la Paramount, United Artists, et il se dit également que pour rendre le projet crédible, ça serait bien d'attirer un premier rôle, un acteur, voilà, quelqu'un qui claque en haut de l'affiche. Donc du coup, ben, il envoie une belle lettre à Marlon Brando pour lui expliquer que voilà, qu'il a acheté les droits d'un roman qui s'appelle La planète des singes, et qu'il croit vraiment en ce film, et qu'il pense que c'est un film qui va marquer l'histoire du cinéma. Et pour rendre le truc un peu plus crédible qu'une simple, ce qu'il envoie à Marlon Brando, c'est une sorte de note d'intention finalement. Eh bien, il demande à Mentor Hubner de réaliser quelques concepts. Alors Mentor Hubner, c'est pas n'importe qui, hein. C'est un mec qui a bossé sur la version, qui plus tard bossera sur la version 76 de King Kong. Il a également travaillé sur Blade Runner. Il a travaillé sur le Dracula de Coppola. Donc voilà. Voilà, tout ça pour vous dire que Mentor Hubner, c'était pas. Voilà, c'est un type qui vraiment avait du talent. Donc là, ce dont je vous parle, là, on est à ce moment-là, on est en octobre 63. Mais, Marlon Brando, en fait, donnera jamais signe de vie. Et du coup, Jacobs décide de contacter Paul Newman. Mais bon, comme vous le savez, hein, c'est pas lui. Voilà, il acceptera pas non plus. On arrive donc à la fin de l'année 1963, et donc là, Jacobs se met à travailler avec J. Lee Thompson, donc comme j'ai dit, hein, J. Lee Thompson qui a réalisé Les Canons de la Navarone, et qui a travaillé avec lui, donc qui a réalisé What a Way to Go, qui avait été produit par Jacobs. Et donc, ouais, ils se mettent à bosser un peu plus le truc, et à envoyer un début de traitement aux différents studios et à différents acteurs, parce que, voilà, comme j'ai dit, hein, Alain Bernheim montre des signes d'impatience. Et donc Jacobs probablement a peur que les droits lui filent sous le nez. Donc il envoie une espèce ouais, quelque chose entre le traitement et la note d'intention. Et donc il présente Planet of the Apes comme un film d'horreur. Alors je sais pas si à l'époque, quand il disait horror movie, ça revêtait exactement la même réalité que maintenant. Je pense qu'en 1963, quand on disait horror movie, on pensait pas Massacre à la tronçonneuse, ni même La Nuit des morts vivants, hein. Je sais même pas si le premier film gore avait déjà été tourné. Enfin bref,
on était très loin de ce que nous on considère comme un film d'horreur. Donc je reprends. Donc ouais, lui, donc notre couple, Jacobs, Jelly Thompson, présente le Planet of the Apes comme un film d'horreur qui reprend l'esprit des grands classiques tels que King Kong, Frankenstein, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, Les Oiseaux d'Hitchcock. Mais en même temps, ils disent que voilà, qu'ils envisagent vraiment le film comme du pur entertainment. Dans le sens où, voilà, ils présentent ça alors c'est un film d'horreur, mais qui va en même temps être un peu un film familial. Donc, bon, c'est un peu bizarre présenté comme ça. Et donc ils disent que, ouais, que ce qu'ils vont faire, ça va vraiment être du jamais vu, et que c'est un film dont on parlera dans le monde entier. Alors là, pour le coup, ils avaient vu juste. Et donc, ouais, en plus de vendre le film donc, sur son aspect horreur, sur l'aspect aventure. Ils disent également qu'ils pressentent un fort potentiel en termes de comédie et d'humour de situation. Hein. Et en même temps, ils pensent qu'il y a moyen de développer un formidable pathos à travers les personnages. Donc bon, là je crois qu'il n'y a pas besoin de savoir lire entre les lignes pour dire que les mecs, putain, honnêtement, moi j'aurais travaillé dans un studio, je dis ça, je fais mais putain, ils veulent faire quoi, bordel? Euh, Ils veulent vraiment ratisser super large. Présenté comme ça, on a l'impression que La planète des singes, que ça va être le futur classique de la comédie dramatique d'horreur et d'aventure qui fait rire quand même. Ouais, bref, moi quand je dis ça, pour moi c'est n'importe quoi. Néanmoins, quand on rentre un peu plus dans le détail de ce traitement qu'ils ont envoyé, il y a des choses quand même qui sont intéressantes. Déjà, en fait, ils envisageaient de faire. Ils disaient déjà qu'ils avaient dans l'idée de faire une fin extrêmement marquante visuelle. Ça, c'est un truc qui va revenir beaucoup dans l'idée qu'ils avaient de la planète des singes, c'est qu'ils voulaient vraiment faire un choc visuel. Et quand on connaît le résultat final, pour le coup, ils ont vraiment réussi. Donc à ce moment-là du développement, on est encore dans quelque chose de très similaire au roman. En fait, donc le roman se termine à Orly et au moment où Ulysse, Mérou et Nova et leur enfant descendent de leur vaisseau spatial, ils se rendent compte qu'il y a qu'il y a une voiture qui arrive et la voiture est conduite par des singes. Et donc eux, ils avaient envie de faire un truc un peu plus fort. Donc ils imaginaient que la fin se terminerait. Ils pensaient à l'aéroport international de Los Angeles. Bon, en même temps, ils étaient à Hollywood, donc voilà, ils ont pensé au plus proche. Et ils avaient imaginé une fin où, dans leur traitement, le héros s'appelait encore Ulysse, hein, où Ulysse arriverait jusque dans l'aéroport et que là, il arriverait dans un aéroport rempli de singes. Donc voilà, c'était le choc visuel qu'ils avaient envisagé pour la fin. Par contre, en fait, ils se montrent rassurants auprès des studios concernant les décors et les costumes. Ils disent, en fait, dans le roman de Pierre Boulle, les singes vivent dans des villes fort similaires à celles qu'il y a sur Terre et sont habillés à peu près comme ce qui est fait sur Terre. Donc, ça va pas être bien compliqué. Alors là où pour la langue, ils disent qu'ils envisagent que les singes d'inventer une langue et ils envisagent une langue assez gutturale, quelque chose entre l'allemand, le polonais et le russe. Donc leur idée c'était vraiment qu'au début du film, les singes parlent dans une langue inventée, donc comme je dis, une langue un peu gutturale entre l'allemand, le polonais et le russe. Et alors je sais plus s'ils avaient envisagé un truchement scénaristique comme ce qu'il y a dans le film, c'est-à-dire que le personnage se retrouve muet, le personnage principal, hein, le personnage humain se retrouve muet un certain temps et que du coup voilà, il voit ces singes qui parlent dans une espèce de sabir étrange, et puis au bout d'un moment de mettre un carton pour dire bon maintenant il a vécu suffisamment longtemps avec les singes, il est fluent en langue des singes, donc paf, maintenant vous entendrez les singes s'exprimer en anglais. Enfin, peut-être un truc un peu moins idiot que ce que je viens de dire, mais c'était ça le truc. Un peu, en fait, ça fait penser à La poursuite d'Octobre Rouge. Je sais pas si vous l'avez en tête. Au début du film, Sean Connery et donc le reste des acteurs qui incarnent l'équipage soviétique, ils parlent en russe et ils sont sous-titrés. Et puis au bout de 5-10 minutes de film, hop, ils s'expriment en anglais, donc comme voilà. Donc je pense qu'ils avaient envisagé un truc un peu dans ce genre-là.
Dans la version finale du film, les acteurs qui incarnent des singes donc s'expriment en anglais, hein, mais ouais, jusqu'au dernier moment, ils se sont posé la question, jusqu'au moment du tournage. Peut-être qu'à ce moment-là, ils se sont dit qu'il était encore temps de changer leur fusil d'épaule. C'est-à-dire que j'imagine que les acteurs se seraient exprimés en anglais, ils auraient dit leur ligne de dialogue en anglais pendant le tournage, et puis que par après, en post-prod, on les aurait redoublés dans cette espèce de sabir inventé. Voilà, jusqu'au bout, ils se sont posé la question. Alors pour en revenir à ce traitement qu'ils ont envoyé au studio et à certains acteurs, donc voilà, ils se sont montrés rassurants sur les costumes et sur les décors. Par contre pour les maquillages, alors là ils ont bien bourré le mou en disant qu'ils étaient déjà en discussion avec des maquilleurs et qu'il n'y aurait vraiment aucun problème pour obtenir leur vision des choses, alors qu'a priori à ce moment-là, fin 63, ils n'avaient pas la moindre putain d'idée de ce qu'ils allaient faire. Donc ceci dit, ils étaient quand même bien optimistes parce qu'ils envisageaient une sortie pour le printemps, voire l'été 64. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, il y avait deux autres films de SF qui étaient en pré-production, et donc Arthur Jacobs voulait vraiment que La Planète des Singes sorte avant ces deux films, et donc il s'agissait des adaptations de Brave New World d'Aldous Huxley et de The Martian Chronicles, hein, les chroniques martiennes de Ray Bradbury. Bah ouais, comme vous l'imaginez sûrement, ces films n'ont jamais vu le jour. D'ailleurs, ça c'est ouais, c'est assez marrant de se dire que au final, ouais, il y a quand même pas mal de pépites de la SF qui n'ont jamais été adaptées. Alors, quand on voit certaines adaptations, on se dit que c'est peut-être pas plus mal, mais ouais, Brave New World et les Chroniques martiennes, je serais curieux de voir ce que ça pourrait donner en film. Honnêtement, ouais, le meilleur des mondes, je vois pas trop ce que ça pourrait donner en film. Peut-être en série, ouais. En série, Brave New World, ça pourrait être mortel, tiens. Pour en terminer avec ce traitement, enfin, ce traitement qu'ils ont envoyé au studio et aux acteurs, moi je le trouve intéressant parce que ça montre vraiment où est-ce qu'ils en étaient dans leur tête en novembre-décembre 63, donc ouais, 3 ans et demi avant le début du tournage. Donc à ce moment-là, en termes de casting, ils espéraient attirer Steve McQueen ou George Pepper, tout bien Rod Taylor pour le rôle principal, donc le rôle d'Ulysse. Et pour Nova, idéalement, ils disaient qu'ils auraient bien voulu Ursula Andress, mais que bon, étant donné que le rôle de Nova est un rôle muet, bah, qu'ils pouvaient chercher une beauté partout à travers le monde, vu qu'il n'y avait pas de barrière de la langue. Donc, en gros, ils voulaient juste une bonasse, quoi. Hein, ils voulaient pas une actrice. Donc voilà, la conclusion de leur traitement, c'est que pour eux, Planet of the Apes était vraiment une mine d'or. Malheureusement, aucun studio ne mordra à l'hameçon. Bon, au bout de quelques semaines, quand même, il y a la Fox qui revient avec une offre d'1,7 million, donc c'est très inférieur à ce qu'Arthur P. Jacobs attendait. Mais bon, il faut comprendre, hein, à ce moment-là, on est en 1963. 2001, Star Wars, tous ces films-là n'ont pas encore vu le jour. Et la SF est considérée comme un genre absolument mineur. C'est pas pour rien hein, que des mecs comme les King Brothers ont essayé d'obtenir les droits de la planète des singes, parce qu'au final, ouais, la plupart des films de SF, bon, il y a quelques contre-exemples, hein, mais la plupart des films de SF, c'est des trucs fauchés, un peu, et puis un peu grotesques, quoi, n'ayons pas peur des mots. Alors l'offre la plus sérieuse quand même, ce sera la Paramount qui fera une offre avec un budget de 2,8 millions, qui baisseront ensuite à 1,5 million avant de carrément perdre tout intérêt pour le projet. Donc ouais, à ce moment-là, le projet Planet of the Apes, il a très sérieusement du plomb dans l'aile. Mais comme je l'ai dit, Arthur Jacobs, c'est un self-made man, c'est pas le genre de gars à lâcher l'affaire comme ça. Donc, bah, il désespère pas, il veut vraiment porter à l'écran la planète des singes. Et donc, il comprend que tant qu'il n'aura pas réussi à convaincre, à attirer un réalisateur de renom, les studios ne le suivront jamais. Donc là, à ce moment-là, il va brancher tout un tas de réalisateurs. Bon, je vais vous épargner les noms, hein. Sachez quand même que parmi eux, il y avait Fritz Lang qui, d'après Jacobs, était extatique à l'idée de diriger le film. Donc finalement, en février 64, Blake Edwards donne son accord pour diriger le film. Alors Blake Edwards, lui, il avait fait, avant ça, il avait fait The Great Race et The Pink Panther, voilà, pour vous donner un peu des idées. Et du coup, la Warner Bros. Accepte de produire le film. On parle même de Shirley MacLaine dans le rôle de Zira, donc bien sûr, ça se fera pas. Hein. Et surtout, c'est là que ça devient important. Pour l'écriture du scénario, eh bien, Rod Serling donc arrive dans l'affaire. Donc Rod Serling,
c'est Monsieur Twilight Zone, hein. La quatrième dimension, c'est lui. Et ça, forcément, c'est un nom qui revient souvent quand on parle de la planète des singes. Voilà, c'est lui qui va écrire les tout premiers traitements du scénario de la planète des singes. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que Rod Serling avait déjà été approché pour l'adaptation de Planet of the Apes. Il avait été approché par les King Brothers. Donc ouais, il était un peu surpris quand ensuite c'est Blake Edwards qui l'a appelé en disant non, en fait, c'est Jacobs qui a les droits, et vas-y, écris-nous un scénario, quoi. Donc Rod Serling, il écrit déjà, il va écrire 2 drafts, et donc dans ces drafts, il y a déjà l'idée que le film ne se passe pas sur une autre planète comme sur le roman de Pierre Boulle, mais bien sur Terre. Il envisage déjà la fin avec la Statue de la Liberté, et également donc le côté menace atomique, en fait, le fait que la planète des singes soit en fait un film post-apocalyptique, mais qu'on ne le comprenne que dans les dernières minutes du film. Euh, et donc ouais, même lui, il envisage ça dans un monde moderne, voire futuriste. En fait, plus tard, Rod Serling a dit que si sa vision de la planète des singes avait vraiment vu le jour, ça aurait été un budget de 100 millions de dollars. Donc 100 millions pour l'époque, c'était voilà, quelque chose de complètement hallucinant, hein, vu que juste pour info, au final la planète des singes, donc la version 1968, coûtera 5 millions 8, donc bien sûr dollars 5 millions 8 de 1967, hein. Mais toujours est-il qu'en janvier 65, donc la Warner étudie ses drafts et estime que le budget va atteindre les 7,5 millions, et donc pour eux c'est beaucoup trop, et ils décident de mettre fin au projet. Donc encore une fois, hein, beaucoup auraient abandonné à ce moment-là, mais pas Arthur Jacobs. Donc du coup, lui, il va intégrer Mort Abrams dans le projet. Donc Mort Abrams, je vais pas vous faire son CV, mais bon, c'est un mec qui vient de la télé notamment. Et donc, eh bien, il se retrouve, il intègre la structure Abjac, hein, donc Abjac, Arthur P. Jacobs Productions, hein. Et donc, ouais, il l'intègre en tant que producteur associé. Donc lui, il va se mettre à travailler sur le script de Rod Serling, et selon lui, le script de Serling règle 80% des problèmes d'adaptation, hein. Donc voilà, passer d'un roman à un film, c'est pas évident. Donc pour lui, ouais, il reste 20% de problèmes à régler, et c'est là-dessus qu'il veut travailler. Pour ça, en fait, ils vont revenir à la source, ils vont tout simplement contacter Pierre Boulle. Le problème, c'est que Pierre Boulle, il est hyper hostile à l'idée de la conclusion de Rod Serling. Pour lui, l'idée de la Statue de Liberté, c'est limite une infamie, quoi. Donc bon, comme il est pas, voilà, comme il est pas d'accord là-dessus, il décide de faire sans lui, quoi. Euh, Bon, pendant ce temps-là, Jacobs continue inlassablement de faire le tour des studios. Il approche plein de gens. Il approche notamment Irving Kershner. Donc Irving Kershner, hein, qui a fait l'Empire contre-attaque. Donc lui, il refuse le projet, mais pour des questions de calendrier, hein, pas parce que ça l'intéresse pas. Mais en juin 65, là, il a la bonne idée. Il approche Charlton Heston, qui va accepter le premier rôle contre 250 000 dollars, donc 250 000 dollars, je le rappelle, hein, de 1967, et également 10% des recettes au box-office. Et donc en fait, Heston, il a expliqué que lui, il a été séduit par le scénario, alors que jusque-là, il semblait pas vraiment être très intéressé par la SF. Et c'est surtout en fait le personnage de... Alors, pas le personnage de Taylor, à ce moment-là du scénario, le personnage principal s'appelait Thomas et pas Taylor. Et donc lui, il sentait vraiment une réelle connexion entre ce personnage misanthrope, ce personnage qui cherche à fuir la Terre, et qui au final, à son corps défendant, se retrouve à devenir le porte-parole de son espèce, hein, de l'espèce humaine. Et donc ouais, voilà, cet aspect misanthropique, c'est quelque chose qui était assez proche de sa personnalité, dans le sens où là, Heston explique que lui, il croit en l'individu, hein. Je veux dire, voilà, il croit en des mecs comme Gandhi, Jésus, Michelangelo, enfin voilà, ce genre de... C'est les gens qu'il cite quand il dit ça, mais qui croient pas en l'humanité en tant qu'espèce. Il faut savoir, hein, que Charlton Heston a écrit certaines parties de ses répliques pour le film, et ben, du coup, quand on... voilà, il y a une araignée qui est en train de me monter dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, une araignée gigantesque. Donc je disais, ouais, Heston a écrit certaines de ses répliques, et donc pour ceux qui ont en tête son monologue de tout début de film, hein, le monologue du prologue, de la scène avant générique, je serais pas surpris qu'il en ait écrit certaines parties lui-même finalement.
Et ceci termine mon dernier rapport avant notre mise en pilotage automatique entre les mains des ordinateurs. J'ai bordé mon équipage pour le long sommeil qui doit nous conduire jusqu'à la constellation d'Orion et je vais les rejoindre bientôt. Dans moins d'une heure, nous serons partis depuis 6 mois de Cap Kennedy. Sur la Terre, ils sont en 2673 et sur le vaisseau, nous sommes en 1972. D'après la théorie du docteur Asline, dans un véhicule voyageant presque à la vitesse de la lumière, la Terre a vieilli de 700 ans depuis que nous l'avons quittée. Tandis que nous n'avons vieilli que de 6 mois. Je veux bien le croire. Ce qui paraît probable, en tout cas, c'est que les hommes qui nous ont fait partir sont morts depuis longtemps. Les générations nouvelles qui les remplacent doivent être d'une espèce différente. Supérieure, j'espère. Je laisse le XXe siècle sans regret. Je n'ai pas terminé ce rapport. Je ne pense pas qu'on l'ait dit avant moi, et ça n'a rien de scientifique. Mais comment expliquer ça? Vu d'ici, tout me paraît très différent. Le temps n'a plus de sens. L'espace est sans limite. Nous sommes un grain de poussière dans la galaxie. Je me sens très seul. J'aurais dû y penser avant. Une chose m'intrigue. L'homme, cet être si merveilleusement doué, cet extraordinaire paradoxe qui m'a expédié dans les étoiles, est-ce qu'il fait toujours la guerre à son frère? Est-ce qu'il laisse toujours mourir de faim les enfants de son voisin? Mais ce qui est vraiment important, à partir du moment où Heston arrive dans le projet, là, les choses vont commencer à se débloquer. Après, Rod Serling, c'est vraiment l'un des noms très importants de l'histoire de Planet of the Apes qui va enfin apparaître. Parce qu'en fait, alors, dans un premier temps, Heston, il va aider à convaincre Edward Robinson de jouer dans le rôle de jouer le rôle du Dr Zaius. Et ouais, donc, parce qu'il faut savoir qu'en fait, il avait joué avec Edwards dans les 10 commandements et il rejouera plus tard avec lui dans Soylent Green, hein, donc qui a été très mal traduit en français par Soleil Vert. Et ce qui est d'ailleurs, c'est le dernier film d'Edwards, Soylent Green. Et également, en fait, Heston avait travaillé avec Franklin Schaffner. Il avait travaillé avec lui, il avait été dirigé par Franklin Schaffner dans The Warlord. Donc Frank Schaffner, c'est lui qui va réaliser La planète des singes. La vérité par rapport à la participation de Schaffner au projet, c'est qu'en fait, quand il a rencontré Jacobs et qu'il lui a présenté le truc, Schaffner, il a été séduit par le scénario, mais il s'est dit, pour ça c'est inadaptable. Je comprends que jusque-là, aucun studio ne les ait suivis, parce que ce truc-là, ça marchera jamais, ça se fera jamais. Donc en fait, il a dit oui, mais parce qu'il imaginait que voilà, quoi, Il a dit oui en se disant que ça l'engageait pas vraiment, quoi. Donc voilà, pour faire un peu le résumé, à ce moment-là, donc Jacobs, il a une ébauche de scénario, il a une star pour tourner le premier rôle, il a un très bon acteur pour le second rôle, il a un réalisateur confirmé dans le projet, mais il a toujours pas de studio. Alors, la Fox, comme j'ai dit, tout le long, la Fox ménagera un peu la chèvre et le chou, et donc voilà, ils sont plus ou moins partants, mais en fait, Richard Zanuck, en gros, il prend dans un meeting Jacobs et Schaffner et il leur explique le problème, en fait. Il leur dit, voilà, ce qui refroidit la Fox, c'est l'histoire du maquillage. Et ça, c'est un des trucs qui a vraiment refroidi, en fait, tout le long les studios, c'est qu'ils se sont dit, des singes en costume qui parlent, ça va faire rire le public. Le propos du film est sérieux, mais le film va faire rire les gens, donc ça ne fonctionnera pas. En gros, ils imaginaient que le résultat serait grotesque. Donc c'est ce que leur dit Zanuck, en fait. Il leur dit, écoutez les gars, je vous aime bien, je pense que vous êtes des gens qui faites du bon travail, et on va faire un deal. Je vais vous donner $5000. Et vous allez faire un peu avancer vos recherches sur les maquillages. Vous allez me faire une scène test. Et on verra ce que ça donne. Donc c'est ce qu'ils vont faire en fait. Les maquillages sont alors confiés à Ben Nye Sr. Et donc ils vont réaliser une scène test qui au final va coûter $7000, 500 si je me rappelle bien. Et donc ouais, dans cette scène test, on retrouve Charlton Heston dans le rôle de Thomas.
James Brolin dans le rôle de Cornelius, Linda Harrison, qui n'est autre que la petite copine de Dick Zanuck, d'ailleurs je crois qu'il l'a épousée plus tard, et donc Linda Harrison dans le rôle de Zira, et Edward Robinson dans le rôle du docteur Zaius. Alors ce qu'il faut savoir, hein, c'est que Charlton Heston, il était pas super joasse de faire cette scène. Déjà, d'une part, tout au long de sa carrière, c'est la seule scène test qu'il ait fait. Voilà, à chaque fois, il a toujours été embauché sans même faire d'essai. Et puis, l'autre truc qui l'embêtait, mis à part son ego, c'est que voilà, il allait s'engager dans un truc, alors que pour le moment, le film n'avait reçu le feu vert d'aucun studio. Donc, ça l'embêtait un petit peu, mais en même temps, comme il était attaché au projet et qu'il avait bien compris que tant qu'ils n'auraient pas prouvé au studio qu'ils pouvaient mettre des acteurs grimés en singe sans que ce soit grotesque, que le film ne verrait jamais le jour. Donc voilà, ça lui plaisait pas trop, mais il a décidé de le faire quand même. Alors, ce qui l'a peut-être rassuré, c'est que Jacobs imposait déjà une culture du silence sur la planète des singes. Il faut savoir que la fameuse fin avec la Statue de la Liberté, pendant longtemps, ils ont appelé ça le Rosebud. Hein. Je sais plus s'ils appelaient ça le projet Rosebud ou le Rosebud Ending, je me rappelle plus exactement le terme. Donc voilà, référence à Citizen Kane. Et ils voulaient absolument pas que ça se sache. Et donc idem pour cette scène d'essai. Vraiment, ils ont limite fait signer des contrats à tous les gens qui ont travaillé pour qu'ils précisent bien, qu'ils avaient bien compris qu'il fallait absolument pas qu'ils parlent à qui que ce soit de cette scène. Donc voilà, cette culture du secret qui sera reprise plus tard par des gens comme Spielberg ou George Lucas. Euh, voilà, c'est pour vous faire une idée. Hein. Même Jacobs a même demandé à ce que le négatif de la scène soit dans son coffre-fort personnel. Donc vous imaginez bien un peu. Voilà, il voulait vraiment que rien ne sorte. Alors, parlons-en de ces maquillages. Maquillage réalisé par Bain Knight Sr. Donc en fait, il a fait quelque chose d'assez sobre. D'assez rudimentaire et donc qui est très très éloigné de ce qui figurera dans le film. Hein. En fait, ce qu'il a fait, c'est des espèces de masques en latex vraiment très très fins, avec juste une fente pour la bouche et des trous ronds pour les yeux. Alors pour le maquillage du Dr Zaius, ça a été un peu plus compliqué. Déjà d'une part parce que donc Edwards, il venait de subir une attaque cardiaque et apparemment il avait des troubles respiratoires, donc il pouvait pas supporter un truc trop lourd. Et en plus de ça, en fait, il avait refusé de maquiller sa barbe. Donc, quand on voit les photos du maquillage qu'on fait, ça fait un peu chelou. Bon, il a l'air un peu simiesque, hein, mais ouais, c'est un peu chelou. Quant à Cornelius et Zira, finalement, ils ont un côté très humanoïde. On est même presque plus proche. Ils ont plus des têtes d'hommes préhistoriques que de singes. Hein. D'ailleurs, c'est ce que dira John Chambers, donc, qui a réalisé les maquillages qui sont dans le film, voilà, dans la version finale du film. Quand il a vu les travaux de Ben Nine Senior, il a dit ouais, que pour lui, on était plus dans le néandertalien que dans le singe. Donc les maquillages étaient quand même assez loin à appliquer, ça leur a pris 4 heures à faire celui du Dr Zaius, mais voilà, ils ont tenu le choc malgré la chaleur des projecteurs. Bon, il y a quand même certains problèmes qui sont apparus hein. Au cours du tournage, donc voilà, ils sont un peu craquelés, ils permettaient pas beaucoup de mouvements au niveau des lèvres et les masques bougeaient un peu quand les acteurs parlaient. Mais bon, l'essentiel était là. En fait, ce qu'ils voulaient prouver, c'était que déjà que les acteurs n'étaient pas grotesques une fois maquillés, qu'ils étaient capables de dire leur ligne de dialogue correctement. Et puis voilà, que les maquillages tenaient malgré la chaleur des éclairages. Donc voilà, les petits défauts qui sont apparus sont dit que c'était des choses qui étaient facilement perfectibles. Donc en une journée de travail, ils ont été capables de tourner 5 minutes de film. Et ces 5 minutes de film, alors elles ont convaincu la Fox, et pourtant, contre toute attente, ils ont décidé de ne pas donner suite au projet. Donc voilà, on est en mars 66, et le projet Planet of the Apes est de nouveau au point mort. Et voilà, je vais me répéter, mais Jacobs est toujours loin de se décourager et retourne faire le tour de tous les studios pour présenter ses 5 minutes de make-up test. Et à chaque fois, la réponse est la même. Tout le monde dit, les gars, vous avez vraiment fait du bon boulot, vous avez vachement avancé par rapport au début du projet,
mais non, on s'engagera pas avec vous, votre film il est pas faisable. Donc Jacob décide de confier le scénario à Charles Eastman. Alors, ce qu'il lui dit, c'est qu'en fait, il voudrait qu'on apporte un peu plus de suspense et il voudrait renforcer les personnages. Donc c'est à ce moment-là en fait que commence à venir l'idée de trouver un style bien particulier à la civilisation simiesque, de pas faire quelque chose de proche de ce qui se trouve sur Terre, parce qu'ils veulent éviter que les spectateurs ne comprennent pendant le cours du film, voilà, ne devinent la fin, qu'ils ne devinent qu'en fait ça se passe sur Terre et pas sur notre planète. Et puis faut pas se le cacher, l'idée c'est de réduire les coûts de production. Le problème, c'est que le script d'Eastman, il insiste un peu trop sur l'exposition. Au bout de 40 pages, il n'est toujours pas de question de singe, et du coup, il est viré. Et les ennuis s'empilent parce qu'en septembre 66, à cause de son état de santé, Edwards décide de jeter l'éponge, et donc il renonce au rôle du Dr Zaius. Donc c'est dans la foulée que Jacobs décide d'engager Michael Wilson donc comme scénariste. Et là, par contre, là, c'est la méga bonne idée. Alors, on va présenter très rapidement Michael Wilson. Voilà, c'est un mec qui est déjà, je crois qu'il avait reçu un Oscar. Enfin, c'est un scénariste très reconnu, mais qui a été victime du McCarthyisme. Alors, il avait déjà travaillé sur une adaptation de Pierre Boulle. Hein. Il avait travaillé sur Le Pont de la rivière Kwai. Il avait également travaillé sur Laurence d'Arabie, mais du fait qu'il était blacklisté, eh bien, son nom n'apparaissait pas au générique. Et ça, apparemment, c'est quelque chose qui l'a vraiment, vraiment beaucoup peiné. Et on va en retrouver trace, en fait, dans son scénario de La planète des singes. Parce que déjà, lui, il va apporter un truc important, c'est qu'il va renommer le personnage principal, qui s'appelait jusque-là Thomas, et donc lui, il va le renommer Taylor, donc nom qui restera jusqu'au bout. Donc lui, il reprend cette idée d'abandonner complètement le modernisme et donc d'imaginer une civilisation simiesque moins avancée que ce qu'on trouve sur Terre. Et lui, il va vraiment accentuer le côté satirique qui était donc déjà présent dans le roman de Pierre Boulle et également dans le screenplay, dans les drafts de Rod Serling. Mais bon, il va rajouter des choses, notamment la fameuse scène du tribunal, donc la fameuse scène du tribunal qui lui a été inspirée par ce qu'il a vécu pendant le McCarthyisme. Mais ça, je pense que j'y reviendrai plus tard quand je parlerai dans le prochain épisode, quand je parlerai un peu plus du tournage du film. Donc voilà, comme j'ai dit, lui, il garde la fin de Rod Serling, il garde le côté post-apocalyptique, et aussi, voilà, il réduit un peu la durée du film, et en recentrant un peu le propos. En fait, la quasi-totalité du scénario de Wilson va se retrouver à l'écran. Et finalement, à force de courage, à force de harceler Dick Zanuck, Jacobs va enfin finir par le convaincre que le film doit se faire. Alors, voilà, un truc qui ressort pas mal de tous les témoignages à propos d'Arthur P. Jacobs, c'est que voilà, c'était vraiment un mec plutôt débrouillard. Et en fait, ce qui s'est passé en 66, c'est qu'il y a un film, donc le Voyage fantastique, dont je parlais déjà dans l'épisode pilote de Cornelius Enzira, donc ce film avec des gens qui sont miniaturisés, qui sont envoyés dans le corps de quelqu'un, qui ensuite a été remaké par Joe Dante. Euh, donc en fait, ce film-là était à ce moment-là allait sortir et il y avait pas mal de battage médiatique autour du film et donc J. Lee Thompson, Mort Abrams et Arthur P. Jacobs, ils se sont dit que tiens, ils avaient peut-être leur porte de sortie avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont allés voir Zanuck et ils lui ont dit mais regarde, tout le monde croit dans le voyage fantastique. Alors que c'est un film, voilà, c'est un film de SF comme plein d'autres. Hein, c'est un film qui est basé sur pas mal de gimmicks. Et tout le monde a l'air de croire que ça va être un hit. Et toi, tu veux pas croire en la planète des singes. Et donc, en fait, Zanuck leur dit écoutez, les gars, on va étudier pendant 4 semaines. Enfin, revenez me voir dans 4 semaines. Et on verra. Si le voyage fantastique marche au box-office, alors on fera la planète des singes. Et donc, ouais, Jacob raconte que pendant 4 semaines, ils ont fait que ça, regarder les chiffres. Et il se trouve que les chiffres, ils étaient bons. Et donc, 4 semaines plus tard, ils sont retournés voir Zanuck et leur a fait ok, on va le faire, votre film. Et donc, en fait, la vérité, c'est qu'à ce moment-là, Zanuck a enfin
était convaincu par voilà, toute la débauche d'énergie de Jacobs. Il s'est dit, ok, il va en ressortir quelque chose. Et donc, à son tour, il a cherché à convaincre donc on va dire je sais pas comment dire, le haut management de la Fox, appelons ça comme ça, qu'il faut le faire. Donc bon, après, il va y avoir un peu un travail de marchand de tapis, c'est-à-dire qu'au départ, il a dit à Jacobs, combien vous en voulez pour votre film. Il dit, ouais, il nous faudrait un budget de 5 millions 8. Ouais, les mecs, c'est chaud, baissez-le moi. Et voilà. Enfin, surtout, quoi, non, je crois que voilà. Donc la Fox a dit ouais non on veut bien mais il faut que ce soit entre 3 millions et 3 millions et demi. Donc Jacobs il a dit ouais on va retravailler le truc. Ils sont revenus en disant bon on a un budget 4 999 000 dollars et voilà ils sont partis là-dessus. Voilà, donc on est fin 66 et la Fox est enfin OK pour produire le film. Mais à ce moment-là, ce qu'il faut savoir, c'est que, OK, on a un scénario, on a un réalisateur chevronné, on a un premier rôle ronflant, parce que je ne l'ai pas précisé au cours de l'épisode, mais Chuck Heston, en 66, voilà, il sort de super productions comme Les 10 Commandements, comme Ben-Hur, c'est un acteur ultra bankable. Jusque-là, on n'avait jamais eu un aussi grand nom à l'affiche d'un film de science-fiction, hein. Mais bon, voilà, pour le reste, on n'a pas de lieu de tournage, on n'a pas de décor de construit, pas de costume, pas de musique, seulement une ébauche de maquillage. On est très très loin du film qui va marquer l'histoire du cinéma, quoi. Mais bon, tout cela, je vous en parlerai dans un prochain épisode. On va mettre fin à cet épisode rural parce que là, je lis mes notes avec la lampe torche de mon smartphone et je suis en train d'attirer. Oh là, il y a des pinces-oreilles partout. Je me suis fait grimper dessus par une araignée. Ouais, voilà. Moi, la ruralité, c'est quand même pas tout à fait mon truc, hein. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ruralité, je vais faire un petit clin d'œil à un tout nouveau podcast qui s'appelle Diagonale du vide, qui est fait par Benjir. Donc, juste voilà, pour le moment, il n'y a qu'un seul épisode, mais c'est vraiment très rafraîchissant, c'est vraiment vachement bien, on a envie de savoir la suite. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de cet épisode, et puis tant qu'on y est à faire des coucous, et ben voilà, ça va devenir une tradition, je vais faire quelques remerciements. Voilà, je remercie les gens de On s'écoute ça tout de suite. Donc ouais, c'est un podcast dont j'aime vraiment bien le concept, hein. Donc à chaque fois ils prennent un thème et ils présentent je sais plus combien, une dizaine de chansons sur ce thème. Alors ça peut être n'importe quoi, hein. Et bon, les titres qu'ils proposent, c'est pas forcément toujours la couleur musicale que je préfère, mais il y a toujours d'excellents choix, il y a plein de bonnes anecdotes, c'est vraiment très très chouette à écouter. Pareil, hein, de toute façon, tous les podcasts que je vais citer, je vous mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode. Qui d'autre je voulais remercier? Moi, je voulais remercier Rems 2020 qui à chaque fois voilà, retweet tous les tweets qui annoncent la sortie de mes épisodes. Ouais, il est très présent, c'est vraiment je tiens à le remercier. Je remercie également Alistair Curtis. J'avais déjà fait un petit coucou l'épisode précédent, j'avais oublié de dire qu'il participe à un site internet qui parle surtout de culture SF, hein, qui s'appelle Erreur 42. Donc pareil, hein, vous pourrez retrouver le lien dans le descriptif de l'épisode. Qui d'autre? On va remercier Lionel Camille du Lionel Camille Talk. Alors jusque-là, son podcast parlait à la fois de mythes et légendes, enfin de mythes, légendes, j'ai presque envie de dire mince, c'est quoi déjà le terme? De cryptozoologie, voilà, le terme m'échappait, et également de cinéma. Alors là, il a décidé de recentrer un peu les débats et de ne plus s'intéresser que voilà, tout ce qui est cryptozoologie, paranormal. Et finalement, il boucle bien la boucle parce que là, son dernier épisode est consacré à la bête du Gévaudan. Donc, pour le moment, je crois qu'il n'y a que la première partie qui est en ligne. En tout cas, au moment où j'enregistre cet épisode. Et donc, c'est consacré à la bête du Gévaudan. Et donc, son tout premier épisode était consacré à Jim Cameron. Et il l'avait fait en invitant Jérôme du podcast 24 FPS. Et ben voilà, donc pour le dernier épisode où il parle de cinéma, donc pour la bête du Gévaudan, il parle du Pacte des loups, avec encore une fois Jérôme 24 FPS comme invité, mais a priori c'est le dernier épisode du Lionel Camito qu'on vous parlera de cinéma. Après ça, donc je pense qu'il va parler de la bête du Gévaudan, mais là à travers le prisme de la cryptozoologie, et après voilà, il fera plus que des trucs centrés sur le paranormal, si j'ai bien compris.
Je voudrais remercier également Picaboo de La Vie des Moutons. Donc, La Vie des Moutons, podcast participatif. A priori, si vous écoutez Cornelius Enzara, il y a de fortes chances pour que vous connaissiez La Vie des Moutons. Finalement, pour ceux qui ne connaîtraient pas, pour moi, La Vie des Moutons, c'est l'équivalent en podcast indépendant de Là-bas si j'y suis. Ah, je vais y arriver. Là-bas si j'y suis. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette émission de France Inter. Je ne sais pas si elle existe encore. Je sais qu'elle elle a été arrêtée plusieurs fois. Et ouais, voilà, le principe de Là-bas si j'y suis, c'était des gens qui appelaient sur le répondeur et voilà, qui disaient ce qu'ils avaient sur le cœur. Et ben, finalement, La Vie des Moutons, c'est un peu ça. Je vous invite à écouter. Qui d'autre je voulais remercier? Je voulais remercier également La Mise à Feu, remercier G-Code, également Creepers. Alors Creepers lui participe à un podcast qui s'appelle VHS et Canapé. Il avait notamment fait, alors avec une autre personne, mais là j'ai oublié le nom, il avait fait un épisode sur la Canon qui était vraiment vraiment super bien. Donc pareil, je vais vous mettre le lien dans le descriptif. Bon bah bien sûr remercier Geek et Légende, j'en parlais au tout début de cet épisode. Donc bah, comme je le disais, ils ont sorti un nouvel épisode, là, l'épisode 18 que j'ai pu choper grâce au wifi d'un restaurant où j'étais ce midi, véridique, ouais, c'est les joies du monde rural. Et donc bon bah à cause des mobilettes, je l'ai pas écouté en entier, mais donc là c'est bon. Geek et Légende, pour ceux qui ne connaîtraient pas, eh bien, donc ils décortiquent les mythes et légendes de ce monde. Donc à chaque fois, ils font un grand balayage. C'est-à-dire qu'ils vont prendre un mythe. Alors ça peut être les vampires, les loups-garous, les sorcières. Ils ont également fait James Bond, les légendes arthuriennes. Et ils vont parler à peu près de tout, c'est-à-dire des adaptations en film, en bouquin, en BD, ou même dans la pub, les jeux vidéo, la musique. Enfin vraiment, ils parlent d'absolument tout. Et de temps en temps, ils se font des épisodes où il y a un peu plus quartier libre. Et donc bah là, pour cet épisode estival, c'est le cas. Donc pour le moment, là, moi où j'en suis, eh ben, ils ont repris l'idée du reprise cast qui est super bonne. En fait, ils prennent une chanson et ils nous sortent toutes les reprises qui ont été faites. Donc, reprise plus ou moins officielle, parce que des fois c'est donc clairement une reprise, et puis des fois c'est des gens qui s'en sont inspirés, des fois de façon honteuse et des fois de façon un peu moins honteuse. Enfin, bref, ça c'est le reprise cast, moi personnellement j'aime beaucoup. Et donc il y avait aussi donc l'ami Master Fred qui parlait d'Alfred Hitchcock et notamment de Fenêtre sur cour. Et bah, je m'en étais arrêté, voilà, j'étais je pense à peu près au milieu de sa chronique sur Hitchcock, mais c'est super bien également. Donc encore une fois, allez écouter Geek et Légende. Euh, qui d'autre je voulais remercier? Randall Flagg, Olivier Pierson, Papy Geek, Karine d'une fille, un podcast qui à chaque fois me fait des retours, me donne des conseils. Merci Karine. Rano84 de Cinédif. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour les remerciements. Si vous avez écouté cet épisode en milieu urbain, que ce soit dans les transports en commun, dans la rue ou même chez vous, eh bien j'espère que vous aurez eu l'impression de prendre une grande bouffée d'air pur jurassien. Si vous l'avez écouté en faisant à manger, j'espère que vous y avez été mollo sur la saucisse de Morteau et sur le comté. Voilà, bah, je parlais de bouffée d'air pur, faut qu'il y ait une voiture qui passe. Et puis voilà quoi, j'ai plus qu'à vous dire de bien prendre soin de vous, de ceux que vous aimez, et à bientôt les Spartiates. De pétrolette de merde. Ils peuvent pas faire du vélo. Bon, j'ai été interrompu par la mobilette, je sais plus ce que je disais.
C'est plus la peine de le mettre dans une langue étrangère et donc paf de switcher, de faire switcher les. Ah putain. Cassez-vous bordel. Putain, j'ai des bruitages mobilettes, là, j'en ai à revendre. Ah fuck me up, maintenant feu d'artifice quoi. Et donc on va terminer avec un feu d'artifice cet épisode. Ow.